Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour et bienvenue en compagnie du service français de Radio Taïwan International. Nous sommes le dimanche 14 janvier et de manière exceptionnelle dans le programme de la rédaction de RTI, nous vous proposons de suivre le courrier des auditeurs, animé aujourd'hui par Lisa Dufaux et moi-même, François-Xavier Boulet. Il sera suivi du programme dominical musical habituel pour le coup, avec Partitions orientales suivi de Sous des cieux amplifiés d'Aurélien Rossanino. Bonne écoute à toutes et à tous. Voici tout de suite le courrier des auditeurs. Bonjour à toutes et à tous, c'est François-Xavier Boulet et Lisa Dufaux pour le courrier de cette semaine, et non pas de ce samedi, on va dire de ce week-end, car aujourd'hui en effet, c'est dimanche que nous vous proposons le courrier en raison de notre programme élection, un programme spécial de toute la soirée électorale d'hier. Voilà, alors on va répondre à vos questions bien sûr, comme chaque fois, mais on va aussi vous rappeler les concours. Exactement. Puisqu'il y en a, on est au mois de janvier. Et on a le concours mensuel et le concours trimestriel et peut-être quelques annonces aussi. On aura un tirage au sort, je crois, des gagnants d'un concours précédent, enfin de fin d'année dernière. On peut commencer par les nouvelles questions. Oui, alors le concours mensuel, pour le mois de janvier, la question est la suivante. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué pendant la campagne électorale ? On était en plein dedans. Hier, c'était les résultats, le jour de vote avec le dépouillement. Ça nous a bien occupé, bien évidemment. C'est à retrouver si vous avez raté cette grande actualité, j'allais dire internationale, taïwanaise, mais internationale aussi. Bien sûr. Parce que c'est quand même une élection présidentielle qui vient d'avoir lieu et des législatives. On a une page spéciale, des reportages spéciaux. Tout est à suivre sur notre site internet. Voilà, et il y aura des cadeaux à remporter. Comme d'habitude, il y a 4 petits sacs de couleurs. Voilà. Et pour les heureux gagnants. Exactement. Et il suffit de nous dire ce qui vous a le plus marqué pendant cette campagne des élections pour tenter de remporter un de ces petits sacs. Et la question trimestrielle concerne 3 noms, c'est-à-dire que dans le courant de l'année dernière, 2023, il y a eu beaucoup d'artistes ou de groupes taïwanais qui sont partis en tournée mondiale. Et on vous demande de nous donner 3 noms. Ça peut être des artistes, des auteurs, des cinéastes, du monde de la culture en général, en fait, de Taïwan, qui sont allés notamment en France en 2023. Donc il faut nous en citer au moins 3. Voilà. Ça peut être des artistes, des auteurs, des cinéastes, etc. Donc 3 artistes ou personnes du monde de la culture taïwanais qui sont allés en France en 2023. Et pour ça, on peut gagner quoi comme petit cadeau ? Un couteau à la main céramique en forme de petit perroquet. Oui. Vert ou bleu, c'est plié, c'est pliable. C'est un tout petit couteau qui peut vous servir pour couper un fruit par exemple, parce qu'il paraît que c'est un couteau à fruits. Et c'est assez rigolo, c'est un cadeau trouvé par Tiphaine. Alors on sait que dans certaines cultures, comme nous disait Philippe Marsan, qu'on a salué d'ailleurs et réagi la semaine dernière dans le courrier des auditeurs, on n'offre pas un couteau, c'est tabou dans certaines cultures, notamment la culture française. Du coup, de manière symbolique, on va donner $1 ou 1 centime d'euro en échange pour dire je te l'achète parce que ça peut rompre l'amitié. Et Taïwan aussi, en effet, ça fait partie de ces tabous, comme on vous l'a dit la semaine dernière. Mais il y aura 4 gagnants et rassurez-vous, comme le disait Philippe Marsan, ce cadeau ne rompra pas l'amitié avec RTI, bien évidemment. Donc ça, c'est pour les nouveaux concours. Et on a aussi des gagnants à tirer au sort. C'était pour le concours mensuel. Alors, la question du mois d'octobre, je crois, puisque c'était un mensuel de l'année dernière. Ça fait un moment, il va falloir que tu me rappelles ce que c'était. Alors, je connais la réponse, mais non. En fait, quelle est la troupe japonaise qui avait été invitée à défiler devant le palais présidentiel lors de la partie officielle des célébrations du double 10 ? Ça, c'était la question qu'on posait à nos auditeurs pour leur faire gagner un petit phare en éclairage LED rouge qui clignote. Et alors, la réponse, c'était ? Alors, la réponse, c'est une troupe qui vient du Japon. Ce sont des lycéens et c'est la fanfare du premier lycée agricole de Tokyo, si ma mémoire est bonne. Waouh ! T'as encore meilleure mémoire que moi, alors que c'est moi qui ai couvert l'événement. Voilà, t'as couvert l'événement, mais j'avais fait la vidéo de présentation, donc ça m'avait aidé aussi un peu. Voilà, donc ça, c'était pour le double 10 Fête nationale à Taïwan.
Et on a 4 gagnants à tirer au sort qui vont recevoir donc un petit phare qui peut s'accrocher sur votre vélo, ou si vous faites du jogging, vous le tenez à la main aussi, ça marche. Un sac banane, enfin vous l'accrochez où vous voulez. C'est une petite lumière rouge LED. Voilà, les gagnants sont les suivants. On a d'abord Thomas Beg, Eh bien, félicitations. On a aussi Nissaf Barry Daphné Aranz. et Jean-Michel Aubier. Voilà, félicitations à tous. Félicitations à nos 4 gagnants et vous pourrez recevoir votre cadeau dans les jours, les semaines qui suivent, Voilà, on a selon envie de les dire délais de la poste. exactement. On a envie de dire très prochainement, mais on n'est pas forcément garant des délais postaux. Et là, on sent l'expérience quand on dit ces phrases-là. Par exemple, si je vous dis ça, c'est parce qu'il y a 2 jours, je viens de recevoir la carte de Noël envoyée par mes parents fin novembre depuis la France, pour être sûr que ça arrive à Noël. Et finalement, ben voilà, c'est arrivé Waouh. le 12 janvier. Eh ben. Comme quoi, c'est ouais non, bah il y a Mais des moi, délais postaux. mais j'ai aussi reçu une carte écrite fin novembre pour Noël Oui, du Canada et ça, j'ai reçu par contre avant Noël. avant Noël, voilà. Donc Même, comme quoi. même avant le 15 décembre, tu vois. Donc, Ah oui, donc il n'y avait pas beaucoup de délais. Mais peut-être c'est vrai que que le moi, je me Canada. suis amusé à regarder sont l'oblitération de l'enveloppe plus- Ouais. de la carte de mes parents. Eux l'ont mis sous pli à la poste, distribution postale de chez eux, parce qu'ils n'habitent pas dans une grande ville. Du coup, il faut qu'il y ait les levées postales. Ouais. C'est peut-être une fois tous les 2-3 jours, je ne sais pas trop. Ils avaient mis ça fin novembre dans la boîte de distribution, mais c'est oblitéré que le 23 décembre. Et le temps que ça arrive jusqu'à Taïwan, en effet, ça a attendu quasiment 1 mois en France, en fait. Ah ouais, pas mal. Voilà. Et puis après, 3 semaines jusqu'à ma boîte à lettres. En tout cas, on espère que les cadeaux arriveront bien plus rapidement chez vous et qu'ils arriveront en bon état pour celles et ceux qui ont gagné. Et pour les autres, eh bien, participez au concours dont on vient de rappeler les questions pour multiplier vos chances de remporter des cadeaux de RTI. Alors maintenant, on va répondre aux questions. Et j'ai envie de dire que c'est une question qui nous permet de prendre une petite pause, goûter, comme si on pouvait boire du thé, par exemple. Oui, parce qu'on a une question de Jacques Augustin qui concerne le thé. Exactement. Notre auditeur réagissait en fait à une émission sur laquelle on parlait du thé, et pour sa curiosité, il voulait savoir si la production de thé à Taïwan était plutôt industrielle ou artisanale. Qu'en était-il du thé des montagnes et des éventuelles exportations ? Alors, je ne sais pas vraiment répondre à la question artisanale ou industrielle, mais Quels sont les critères déjà ? oui, voilà, je ne connais pas très bien ces critères-là, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a pas mal de thé qui est produit par des familles, donc c'est à une échelle assez petite. Oui. Mais il y a aussi, il y a aussi un autre critère, c'est celui de si le thé est ramassé à la main ou pas. Donc à Taïwan, il y a beaucoup de thé qui est ramassé par des machines, donc ça donne un goût, peut-être un thé qui a un peu de moins bonne qualité, puisque forcément les feuilles Le tri est pas sont pareil. sont pas sélectionnées avec autant de précision, Mhm. autant de rigueur. Mais il est aussi moins cher et il est quand même assez bon Il reste aussi. tout à fait bon, oui. Mhm. Voilà. Sinon, celui qui est ramassé à la main, ça va être le plus cher. Et en fait, Taïwan donc, est un grand producteur de thé, bien sûr, vous y attendez, c'est le thé de Formose. Oui, Alors même si Taïwan ne fait pas partie des plus grands pays producteurs, des plus grands exportateurs de thé, en tout cas, il y a d'abord la Chine, bien sûr. La Chine, c'est 28,7% des exportations mondiales d'accord. de thé dans le monde. Ensuite, on a le Kenya, parce que oui. en termes de montant de revenus d'exportation de thé, on a 16,3%. Hmm. Voilà. Ensuite, on a le Sri Lanka, 10%, l'Inde, 9,6%. Et en fait, les pays comme le Vietnam, le Japon, Taïwan, c'est vraiment des petits pourcentages par rapport à ces géants-là. Oui, Donc, Taïwan, c'est 1,5% des exportations en termes de revenus. On a aussi le Vietnam, 1,8%. Et le Japon, qui est aussi très connu pour le thé, c'est à peine 2,6% oui, c'est étonnant. finalement. Mhm. Mais peut-être aussi parce que les Japonais consomment beaucoup de thé déjà, donc Du ils ont coup, il est déjà... moins exporté. En fait, ils écoulent C'est possible. dans leur tout à propre fait. marché beaucoup de thé. Mhm. Voilà. Mais sinon, les 4 types principaux de thé taïwanais, on a le oolong, le thé noir, qui est en fait une production assez
assez récente, puisque le Japon a introduit le thé Assam à Taïwan en 1926, et donc Taïwan a D'accord. commencé à produire du thé noir à cette période, à ce moment-là, pendant la période japonaise. On a aussi... alors le thé oolong, par contre, c'est beaucoup plus ancien, c'est Oui. plus de 200 ans. D'accord. C'est pendant la dynastie Qing. C'était des plants qui venaient de la province du Fujian. Et Qui ont établi domicile sur les flancs de montagne à Taïwan. Du coup. voilà, donc la première trace d'arbre à thé à Taïwan, ça remonte à 1717, à D'accord. Shui Shaolien, dans la région de Puli, à Nantou, dans le centre de Taïwan, qui est toujours connu pour son thé oolong. Oui. Et ensuite, il y a le thé vert et le thé blanc, mais c'est un peu plus rare, ça. D'accord. Et alors, pour ce qui est des grandes certifications de thé à Taïwan, les plus connus, on va avoir le thé du mont Hehuan, le thé de haute montagne du mont Hehuan, Oui. qui est dans le nord du comté de Nantou. Ensuite, toujours dans le comté de Nantou, un peu plus au sud, disons dans le centre du comté, on a le thé noir du lac du Soleil et de la Lune. Un peu plus, aussi. voilà, un peu plus au sud, on a le thé Oolong Dongding de la région de Lugu. D'accord. Et un peu plus au sud encore, on a le thé Sunlin-shi. Voilà. Donc il y a quand même 4 grandes certifications de thé à Nantou. Donc c'est vraiment la région de production. C'est la capitale taïwanaise du thé, quoi. Voilà, c'est ça. Et ensuite, on a aussi du thé à Jiayi. Enfin, on a du thé partout, hein, mais disons que c'est les régions où il y a des certifications par les autorités taïwanaises. Il y a le thé de Alishan, bien sûr, dans le comté de Jiayi. C'est aussi du thé de haute montagne. Et on a aussi à Hualien le thé de Ruisui. D'accord. Tianhe. On appelle ça le thé Tianhe. C'est vrai, oui, il est connu ce thé aussi. Voilà. Et dans le nord, on a le thé de Beipu, Pengfeng, dans le comté de Hsinchu. D'accord. Et dans le nord, on a, dans la ville du Nouveau Taipei, le thé Wenshan Baozhong Cha, le thé Baozhong, qui est très connu également. Voilà, il est plus accessible en termes d'altitude, puisque là, on n'est plus dans de la haute montagne, bien évidemment. Mais ça reste quand même un thé assez qualitatif. Oui, mais sinon, il y en a vraiment partout. Il y en a même à Pingdong, à Miaoli, à Ilan. Il y a vraiment de tout. Et je voulais d'ailleurs vous renvoyer à ma vidéo que j'avais faite sur la culture du thé à Nantou. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était en 2022. Oui. Non, en 2023. Non, en 2022. Il y a peut-être un petit peu plus en 2022. déjà, oui. À l'automne 2022, j'étais allée à Nantou, dans la commune de Lugu, justement. T'es allée cueillir le thé ? Oui, bien sûr. Donc j'avais fait un reportage sur une ferme de thé oolong qui produit du thé, le fameux Dongding oolong. Donc le Dongding, c'est le nom de la montagne de cette commune-là qui a donné son nom à un célèbre cru de oolong taïwanais. Voilà, et c'est une famille, la famille Chun, qui cultive ce thé depuis 3 générations et qui fait une cueillette à chaque saison. Et donc dans ma vidéo, je montrais que voilà, les femmes du village font la cueillette ensemble. Donc en fait, les différentes familles et entreprises, souvent familiales, s'arrangent pour faire les jours de cueillette différents pour pouvoir s'entraider. Donc chaque fois qu'il y a une cueillette, toutes les femmes participent. Et ensuite, donc elles s'entraident comme ça. Enfin, c'est payé, bien sûr. Hein. Oui, tout à fait. Voilà. Et chez eux, la récolte se faisait à la main avec une petite lame qui est accrochée aux index avec du scotch. D'accord. Et donc elles travaillent très très rapidement. Les cueilleuses, elles peuvent récolter jusqu'à 10 kilos par matinée. Donc c'est vraiment beaucoup de travail. Et surtout, il ne faut pas avoir mal au dos parce qu'il faut un peu se baisser dans ces plantations-là. Oui. Et puis, au fur et à mesure qu'elles cueillent, elles le mettent dans un grand panier dans leur dos ou... Non, elles le mettent tout simplement par terre. D'accord. C'est plus pratique. Après. Voilà, ou alors accroché à elles sur la hanche, on va dire. Et donc, il y avait environ $50 par kilo de thé. Donc, c'est pas très bien payé, la cueillette. Oui. C'est un travail physique et qui n'est pas très bien payé. Donc, on comprend aussi pourquoi il y a les machines pour récolter le thé. Oui. Il faut imaginer, quoi, c'est à peu près 1,30 € par kilo cueilli. Quoi.
C'est vraiment Voilà. pas grand-chose. Mhm. Et en fait, il faut cueillir très rapidement puisqu'après, il faut les faire sécher. Donc, on choisit un jour où il y a un grand soleil. Oui, On les fait sécher ensuite dans la cour pour faire flétrir les feuilles. Et donc, c'est là qu'il y a le début du processus d'oxydation pour faire perdre leur odeur de feuilles fraîches Mhm. aux feuilles. Ensuite, on les rentre à l'intérieur pour les brasser une première fois sur une machine. C'est une machine qui les fait secouer. Oui, Donc, comme ça, pour pas trop se fatiguer. Voilà, cette étape-là, ça s'appelle le brassage. Et ça permet de dégrader les bords des feuilles et d'accentuer son oxydation. Et d'accord. toute cette étape de brassage, ça dure toute l'après-midi, en fait, parce qu'il faut les laisser reposer pour ensuite les brasser de nouveau, à tour de rôle, panier par Mhm. panier, les remettre. Enfin, c'est vraiment un travail Wow. éreintant. Et du coup, J'avais vraiment le dos cassé en deux après cette journée. à tour de rôle, c'est-à-dire une fois que c'est brassé une première fois, il faut le remettre à sécher, Ouais, réétaler, ouais. etc. Et après, recommencer à partir du premier panier. D'accord. Ah oui, Ah ouais, c'est vraiment, c'est fou, hein. On Mhm. s'imagine pas. Moi, je m'imaginais pas que Voilà. c'était aussi difficile. Donc, ça fait d'autant plus apprécier la tasse de thé, quoi. Voilà. Après le brassage, il y avait le chauffage Oui, pour interrompre l'oxydation. Justement, c'est la particularité du thé oolong. mhm, Donc, on plaçait les feuilles dans des tambours en inox qui étaient chauffés et avec des températures qui vont de 250 à 300 degrés, quelques d'accord. minutes seulement. Et ça, c'était le soir, en fait, vers Mhm, minuit. Et ça durait plusieurs heures. Et après, ils portent les feuilles à rouler. En fait, ils sous-traitent. Donc, d'accord. pour les faire rouler, ça, c'est plutôt le lendemain que ça se passe. Et donc, c'était quand même très fatigant, même s'il y a beaucoup d'étapes qui sont automatisées aujourd'hui Oui, grâce aux machines. même si ça Ça reste reste artisanal. fatigant. Ça reste Voilà. aussi fatigant, en effet. Ouais. Mais en tout cas, ça donne du très bon thé. Et Mhm, aujourd'hui, la production de thé oolong, c'est 20% c'est 20% de la production mondiale de oolong. d'accord. Et à l'exemple que tu donnais de cette famille Chen, du coup, Mhm. ils font une seule récolte Non, non. par saison. Oui, une par saison, mais donc ça fait 4 par an. Ça fait 4 par an. Et pour une superficie de champ qui leur rapporte à peu près combien de kilos de thé Ah, par ça, saison? Tu sais pas j'ai trop. oublié, j'ai oublié ce détail-là, mais peut-être D'accord. que, enfin, j'en ai sans doute parlé dans Hmm. dans On mon va retourner émission. voir ton C'est une reportage. émission qui est divisée en 2 décryptages. Oui. Donc vous pouvez chercher thé oolong dans les mots-clés sur le site des Voilà, RTI et vous pourrez retrouver sans problème. exactement. Et puis, on vous invite bien sûr à le déguster et en parler autour de vous. Maintenant, il est accessible un petit peu partout puisqu'il est exporté dans le monde entier, même si Taïwan n'est pas dans le top 3 des pays exportateurs, Mhm. comme on le disait en début de réponse. Mm. En tout cas, un grand merci à Jacques Augustin pour cette question accompagnée de rapports d'écoute où la qualité d'écoute est plutôt bonne par chez vous puisque vous nous faites état d'un SINPO qui varie entre 3 et 4 sur la fréquence 6005 kHz en début janvier. Eh bien, merci beaucoup. On a une autre question qui nous vient de Paul Jamet. Paul Jamet. Excuse-moi de Oui. t'interrompre. Je mettrai le lien de l'émission sur le thé dans ce Ah bah courrier. Comme ça, pour les auditeurs qui sont plus facile à intéressés, retrouver. ce sera plus facile à retrouver. Voilà. Et Exactement. de la vidéo également. Voilà, donc on revient au Oh, mais que courrier reçu vois-je? par Paul Jamet qui nous envoie ses vœux avec des rapports d'écoute et qui se dit, mais qui dit nouvelle année, dit nouvelle série de cartes QSL. Waouh. Il voulait qu'on en parle un petit peu. Et je suis en train de la voir. Elle est belle, hein? Elle est magnifique. Voilà, donc cette année, alors l'année dernière c'était des illustrations, je ne sais pas trop comment on peut appeler ça, au crayon je crois, en noir et blanc, qui représentaient différentes Ouais. infrastructures de Taïwan. Et cette année, la thématique C'est des très cartes joli, hein. QSL sont des stands ou vendeurs ambulants sur les marchés traditionnels de Taïwan. Donc ça peut être des stands, des boutiques. Attention, pas seulement marché de nuit, hein, c'est vraiment un marché traditionnel. Et en janvier, eh bien, quoi de mieux que de débuter l'année par les stands de bon augure, puisque c'est aussi bientôt la nouvelle année lunaire. Les stands qui vendent comment tu dis, Les couplets de printemps C'est ça. pour le nouvel an lunaire. Vous savez, ces fameux couplets avec des souhaits écrits sur des feuilles rouges qu'on peut mettre de part et d'autre, des montants des portes, et puis même sur le linteau supérieur aussi. Ah, c'est superbe, hein. Voilà, et donc cette carte QSL est magnifique, et il y aura plusieurs artistes qui vont illustrer comme cela les stands et les marchés traditionnels tout au long de cette année 2024. D'accord. Donc ça, Bon, ben, c'est pour la super. réponse à la question de Paul Jamet. On aura bientôt aussi ces cartes QSL qui sont en cours d'impression. Dès qu'on aura la série complète, on les publiera pour les présenter bien sûr sur nos réseaux sociaux.
Et ce sera l'occasion aussi de les partager dans vos groupes de Radio Club auditeurs, notamment le Radio Club du Perche, comme notre auditeur nous le demande. Alors, on peut aussi répondre à une autre question. La campagne électorale, elle est finie. On ne va pas parler des sondages puisque vous connaissez déjà qui a remporté le scrutin présidentiel et les législatives. On en a parlé toute la nuit, alors on ne va pas refaire un remix aujourd'hui, mais simplement, Marie-Jas, qui nous écoute pas loin du Mans, en France, voulait savoir pourquoi on avait dit une fois que dans la campagne électorale, les temples ont un rôle majeur à jouer et les candidats, on a l'impression qu'ils donnent du coude pour être le premier à aller faire un rituel dans tel ou tel temple. Et c'est vrai que la tournée des temples, c'est un incontournable de la vie politique taïwanaise en général. Voilà, alors c'est peut-être un peu étonnant selon des pays ou les régions dans lesquelles vous nous écoutez. Je pense à la France et à la loi de séparation de l'Église et de l'État, mais d'autres pays aussi où le religieux et le public sont assez séparés. Mais à Taïwan, le religieux, il est politique et le politique, il est religieux, mais au sens assez vaste du terme, pas au sens pratique fidèle. En tout cas, je me suis toujours posé la question de si un candidat a une autre religion et pratiquant, je veux dire, par exemple, s'il est chrétien, musulman ou je sais pas quoi, comment ça se passe, parce qu'on peut pas faire bye-bye, quoi. Exactement. Eh bien, tu as la réponse avec le Premier ministre Chen Chien-jen, qui a été vice-président quand Tsai Ing-wen, pour son premier mandat, avait choisi Chen Chien-jen. Il lui avait dit à une condition: je ne fais pas justement les tournées des temples. Parce qu'il faut savoir que Philippe Chen Chien-jen, il nous écoute peut-être, mais pour ceux qui nous écoutent, il est catholique et assez fervent, pratiquant. Il a ses entrées au Vatican aussi. Et du coup, il ne voulait pas faire la tournée des temples parce que pour lui, ça ne voulait rien dire en fait. En tout cas, c'est pas tellement le fait de visiter les temples, mais pas d'aller prier. Exactement. Voilà. Donc ça lui correspondait pas et ça correspondait encore moins à sa foi. Et puis il voulait pas non plus y aller juste pour une photo, quoi. Et Tsai Ing-wen avait tout à fait accepté en disant ça fait partie de la personne, ça fait partie de la diversité aussi, et tous les Taïwanais ne vont pas non plus paille dans les temples, donc c'est pas parce qu'on fait pas cette tournée des temples qu'on va pas être élu, quoi. Oui, mais en tout cas, c'est quand même considéré comme un peu le lieu incontournable de campagne. Tout à fait. Et pourquoi ? Parce que les temples, c'est aussi un point incontournable de la vie des quartiers, de l'influence de toute une région, et les organisations des temples sont aussi très très ancrées dans la politique. On parle parfois de groupes mafieux ou de groupes d'influence dans certaines régions de Taïwan, c'est aussi lié aux temples. Voilà, donc ça c'est très très important à savoir, et ils ont un rôle très très influent sur les nombreux fidèles qu'ils ont, et du coup c'est très très lié à ce jeu politique en fait. Si vous voulez avoir une influence, il faut surtout pas se mettre les temples à dos, et si on les a dans la poche entre guillemets, où on est pris en photo, parce que c'est souvent ce que vont faire les politiques, en train de brûler un bâton d'encens dans tel temple, etc. Ça peut jouer aussi en notre faveur pour les fidèles qui vont, ils disent tiens, finalement il est pas si mal ce candidat, au point que cette année, pour les 150 ans du grand temple de Pai Shat-wen, qui honore la déesse de Matsu, eh bien, les 4 candidats, je dis 4 parce qu'à l'époque, Terrigo était encore dans la course, étaient ensemble au premier rang, chacun son bâton d'encens, parce qu'ils étaient tous invités. Comme quoi, les temples ne choisissent pas non plus un parti politique qu'un autre, ça dépend vraiment. Ça dépend de la région, ça dépend pas que du culte, ni de la personne, ni du parti politique, mais ils sont tous invités, et là, ils y étaient tous. Voilà, ça fait partie, j'allais dire, du décor et du jeu politique à Taïwan. Mais en repensant à Chen Chien-jen, je pense que ça n'a pas été trop un problème pour lui, parce qu'en fait, il n'a pas fait de campagne électorale pour un mandat local à Taïwan. Je pense que si s'était présenté comme conseiller municipal ou comme député, je pense que ça aurait été compliqué quand même. Ça aurait été plus compliqué, tout à fait. Là, il s'est présenté comme vice-président, mais à la base, c'est plutôt et puis les tournées des fonctionnaire, temples, on va dire, un haut fonctionnaire. Et du coup, les tournées des temples, Tsai Ing-wen pouvait le faire en tant que parce qu'ils étaient en ticket binôme, évidemment. Et puis il y a toute l'équipe de campagne. C'est surtout Tsai Ing-wen qui avait
qui avait la personnalité, on va dire. Voilà. C'est surtout elle. La lumière était plus sur elle que Tout sur à fait. Chen Et Chen Jianren, Shenzhen, qui est lui, plus un administrateur, en fait. tout à fait. Et lui, il avait participé à la campagne en soutenant les candidats législatifs ou en Mhm. prenant les cortèges, etc. En Oui, il y a déjà parlant aussi. du boulot pour aller dans les meetings Ah oui, puis ils politiques, doivent être sur les partout, donc scènes. Ouais. courir à droite, à gauche, c'est... Il y a déjà du boulot, même sans aller dans les temples. Voilà, et ils n'ont pas besoin d'aller cueillir le thé pour être fatigués à la fin de la journée et avoir mal au dos. Voilà, mais en tout cas, pour terminer de répondre à cette question sur le lien entre les candidats et les temples, il y a même eu un article qui est sorti dans un magazine très sérieux taïwanais pour montrer quel candidat était allé combien de fois Waouh. dans les temples de tout le territoire en fait taïwanais pendant la campagne électorale et depuis qu'ils avaient déclaré leur candidature jusqu'à la sortie de l'article, donc c'était jusque tout début janvier parce qu'on pouvait encore faire des sondages à l'époque, et c'était le candidat du DPP Lai Ching-te qui était allé le plus souvent avec pas loin de 200 bâtons d'encens brûlés à son compte, suivi de Roh Yo-hee qui arrive en deuxième position. Alors là, on ne vous parle pas des résultats des élections, même s'il y a peut-être une ressemblance pour certains, mais de nombre de bâtons d'encens et de temples visités. Et Roh Yo-hee, c'était pas loin de 150. Et Ko Wen-je était bon dernier avec une centaine de temples à son actif, tout de même. Ce qui était pas mal. Oui, oui. Voilà. Tout à fait honorable. Et c'était... Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'article montrait aussi que les candidats allaient beaucoup dans les temples les plus vénérés, c'est-à-dire ceux qui vénèrent les plus, c'est le dieu du sol, c'est la déesse de la mer, Matsu, mais aussi la divinité des fosses et des murailles, qui est très, très prisée, Et mère locale pour les élections. Les rois des épidémies aussi, les Wang Yi. Il y avait aussi les Wang Yi, en effet, et les candidats aimaient bien aller dans les fiefs des autres partis politiques. Voilà, donc aller s'afficher dans un temple d'un fief dont on sait que les électeurs sont plutôt acquis à l'autre parti, apparemment. D'accord. Pour les candidats, c'était le jeu de redorer leur image. Ok. Voilà, donc vous l'aurez compris, c'est aussi une question d'image et de jeu politique dans cette relation. Voilà, j'espère que ça répond à peu près à la question de Marie-Jasse. Voilà, et on a reçu également un courrier de meilleurs vœux de Maggie Roy, qu'on remercie et qu'on salue à notre tour. Tout à fait. Qui nous a souhaité de réaliser nos projets personnels et professionnels. Donc, merci beaucoup. Elle a aussi commenté l'émission de Sasa faite sur les élections pour les autochtones. Elle a dit que c'était très intéressant, donc merci. Et elle a aussi commenté sur le reportage en direct avec un montage, je cite, très réussi, des jeunes dans Taïwan dans l'œil d'un lycéen du 16 novembre 2023 sur la cérémonie du 11 novembre au cimetière français du port de Keelung. Ah oui, c'est dans le cadre des podcasts proposés par les élèves de terminale de l'école européenne. Voilà, et donc Maggie Roy nous dit qu'elle fait partie d'une association qui défend ce devoir de mémoire et de transmission, notamment pour le 11 novembre. C'est très bien. Et elle dit qu'on voit de plus en plus d'enfants, de jeunes qui sont accompagnés de leurs enseignants lire des poèmes, chanter ou expliquer des symboles. Et donc elle se demande si c'est la même chose à Taïwan. C'est une vaste question, ça. Alors honnêtement, en termes de commémoration ou de cérémonie officielle, j'ai rarement vu comme ça des classes venir ou des élèves accompagnés de leurs professeurs, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas sensibilisés, n'est-ce pas ? Oui, des fois ils font des visites de lieux historiques, par exemple les lieux liés à la Terreur blanche. Oui. La dernière fois que j'avais accompagné Delhi pour l'émission sur la prison de Jingmei, on avait justement rencontré une classe de lycéens qui étaient venus avec leurs professeurs. Donc je pense qu'ils font quand même des choses, mais peut-être pas forcément pour les jours de commémoration, parce que ce sont des jours fériés. Et puis... C'est plus dans le cadre du coup de leur programme éducatif ou de sortie scolaire, d'initiative du coup de découverte de leur histoire comme cela. Voilà, on espère que ça répond à la question de Maggie Roy, mais c'est vrai que les intégrer dans les jours des cérémonies et des commémorations, on ne l'a pas trop vu. Eh bien voilà, on arrive déjà à la fin de ce courrier, donc on vous dit à la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye.